vous autour des salles obscures. Alors une vidéo aujourd'hui consacrée au biopic partiel, Un parfait inconnu, biopic partiel consacré à Bob Dylan, hein, réalisé par James Mangold. Mangold qui retrouve ici donc un genre qu'il avait magnifié avec Wax the Light, hein, c'était qu'un super biopic sur Johnny Cash. Voilà. Alors pourquoi partiel? Eh bien parce que le film ne va pas nous raconter toute la vie de Dylan, hein, de sa naissance à Duluth, hein, une très belle ville d'ailleurs, j'ai pu visiter en 2015, hein, avec ces très belles cités américaines, typiquement US, jusqu'à nos jours, hein, avec les classiques, triptyque, l'ascension, la chute, la rédemption. Non, mais en fait, il va se concentrer sur 4 années, de 1961 à 1965, donc l'arrivée à New York de Dylan, sa rencontre avec son idole Woody Guthrie, qui était un chanteur de folk, très malade, hein, il était atteint de la maladie de Corey de Huntington. Voilà, donc ses débuts dans le folk, ses premiers engagements politiques, même si ça c'est pas trop abordé dans le film, et puis sa volonté petit à petit, eh bien, d'aller voir ailleurs que la musique folk, hein, et de s'essayer à l'électrique, symbolisé dans le film par la chanson Like a Rolling Stone. Le scénario qui a été écrit par James Mangold, hein, coécrit par James Mangold, est inspiré par un bouquin qui s'appelle Dylan Goes Electric, écrit par Elijah Wald. Alors, pour être fait honnête, bon, de Bob Dylan, bah, je ne connais que les tubes majeurs, hein, voilà, le seul disque que j'ai à la maison, c'est celui-ci, c'est un best-of. Bon, on trouve les grands classiques, hein, Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone, Just Like a Woman, enfin, j'en passe, et des meilleurs, mais bon, on sait qu'il a écrit il a fait 55 albums, Bob Dylan, donc évidemment, auteur très prolifique, hein, il est également titulaire du prix Nobel de littérature pour ses chansons, ainsi de suite. Enfin, un personnage extrêmement complexe, hein, et du coup, de fait, eh bien, de prendre le pari de ne prendre qu'une petite partie de sa vie, à mon avis, la grande bonne idée et la grande réussite de ce film. Alors évidemment, pour jouer Bob Dylan, il fallait un acteur à la hauteur, donc le Timothy Chalamet, bah, je le trouve excellent, hein. Il parvient vraiment à passer la fougue de Dylan, hein, quand il chante, quand il joue de la guitare, hein, mais aussi son caractère assez épouvantable, hein, dans le film, hein, notamment vis-à-vis de ses compagnons, vis-à-vis de ses compagnes, de ses amis. Hein, il ne cherche jamais à le rendre plus sympathique, plus glamour, que prévisible. Et par contre, quand on le voit à l'aise à la guitare, au chant, il reprend la diction particulière de Dylan, hein, quand il chante notamment, on se dit, mine de rien, il a tous les talents, hein, ce Timothée. Hein, voilà. Ceux qui ne voient en lui qu'un acteur malingre, trop lisse pour jouer Paul Atreides, bah, je suis désolé, peut-être qu'ils changeront d'avis après avoir vu Un parfait inconnu, parce qu'il est franchement sensationnel. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir vu le film en VF, parce qu'il y a un décalage du coup entre la VO lors des changements de chansons, bah, c'est parfois un petit peu violent. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, Timothée Chalamet est vraiment excellent, il porte le film sur ses épaules, il est quasi omniprésent à l'écran, et c'est largement une des grandes réussites de ce film. De toute façon, l'acteur est très bien entouré. Alors, on trouve au premier plan Edward Norton, hein, alias Pete Singer. Pete Singer, c'est entre guillemets, le découvreur de Dylan, un grand artiste de la scène folk américaine. Notamment, il avait créé, ou il avait co-créé le festival de Newport, hein, qui tient une grande place dans le film d'ailleurs. Au départ, c'était Benedict Cumberbatch qui devait jouer ce rôle. Hein. Cumberbatch, on sait, voilà, c'est notamment Doctor Strange, hein, dans Marvel, ou également La Voix du Dragon dans Le Hobbit. On revoit avec plaisir Norton, hein, dans un rôle vraiment de premier plan, hein, même si ses compositions chez Wes Anderson des années 2010-2020 bah, restent de véritables régal. Enfin, en tout cas, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu je trouve, hein, dans un film vraiment où il était aussi mis en avant. Ce qui est dommage parce que c'est un super acteur. Hein. Ceux qui l'ont vu dans Fight Club, par exemple, ne me détromperont pas. On a également Monica Barbaro. Alors elle est superbe en John Baez, hein. Elle module tout en nuances justement ses rapports très compliqués avec Bob Dylan, hein. Alors on sait qu'elle a pris des cours de chant et guitare pour le film, hein, ça se voit, hein. Elle chante divinement bien, elle joue divinement bien de la guitare, et elle est vraiment excellente en John Baez. Elle fait vivre le personnage, si on ferme les yeux, on a l'impression de la voir, de l'entendre plutôt à l'écran, voilà. Et cependant, même pour Bob Dylan, eh bien, le film n'en fait pas une icône parfaite, hein, mais il montre également ses fêlures, son attachement sans faille à la folk, ses petits défauts aussi. C'est pas un personnage quand même ultra sympathique par moment, on a un petit peu de mal à la comprendre, mais bon,
c'est justement ce qui fait le sel de ce biopic. Mais pour moi, alors là, je trouve que sa performance, elle est dépassée par celle de Elle Fanning. Alors Elle Fanning, dans le rôle de Sylvie, la première compagne donc de Bob, hein, qui le voit exploser tout en voyant bien qu'elle ne peut pas rivaliser avec John Baez. Alors la gamine de Super 8, donc Elle Fanning, elle est devenue une adulte à part entière, et c'est une superbe actrice, une grande actrice. Sans doute le personnage le plus complexe du film, à mon sens, et on les larmes sincères qu'elle verse lorsqu'elle voit que Bob est heureux sur scène, lorsqu'il chante avec John Baez, et qu'elle, elle ne pourra jamais lui apporter autant de satisfaction, même si elle sait que la relation avec John Baez n'est pas du tout paisible, bien au contraire, elle est même quasiment toxique. Voilà. Je trouve que sa performance est incroyable, elle n'a pas été assez mise en avant par la critique. On nous a parlé de Monica Barbaro, on n'a pas parlé de Timothée Chalamet, mais elle, je sais pas, elle est passée un peu au travers des gouttes, ce qui est franchement dommage. Donc notez que dans la vraie vie, le nom de la première amie donc, de Bob Dylan, c'était Suzanne Rotolo. Là, le nom a été changé apparemment à la demande de Bob Dylan. C'est vrai qu'il a écrit des chansons sur sa rupture. Il y a même une chanson il dit qu'il a regretté avoir écrite dans les années 2010. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son importance est capitale parce que c'est elle qui va initier donc Bob Dylan à une certaine maturité politique, à la découverte des droits civiques et ainsi de suite. Et franchement, Elle Fanning, elle est merveilleuse dans le rôle, mais franchement merveilleuse. Et le dernier plan où on la voit quitter Dylan, les larmes aux yeux, prendre le ferry après un concert à Newport, franchement, moi, ça me hante. Je trouve vraiment cette actrice est absolument formidable. Alors, petite parenthèse, il est un petit peu dommage que Joaquin Phoenix n'ait pas repris son rôle de Johnny Cash, celui qu'il interprétait dans Walk the Line. Ça aurait pu donner une sorte de biopic verse par James Mangold. Mais bon, voilà, Boyd Holbrook incarne parfaitement le musicien à une époque où l'alcool dominait sa vie. C'est d'ailleurs la troisième fois qu'il joue dans un film de Mangold. Il avait également joué dans Logan et dans le 5e Indiana Jones, et à noter que dans une scène de Walk the Line, l'un des protagonistes évoquait le passage de Dylan à l'électrique, quand il parlait de la musique de Johnny Cash qu'il estimait être dépassée. Il y a comme quoi les deux films se répondent finalement à presque 20 ans d'intervalle. Voilà. Ce qui est franchement inspirant, c'est la mise en scène, mais ça, n'en doutez pas. Mangold, c'est des films comme Copland, c'est Wolverine, c'est 3h10 pour Yuma, c'est Le Mans 66, même le dernier Indiana Jones, que moi j'avais trouvé très très bon. Enfin bref, c'est un réalisateur qui connaît son travail, c'est un excellent technicien, il sait manier une caméra, il sait raconter une histoire, il sait découper un film, il sait le monter, et donc il nous plonge complètement dans les années 60, d'ailleurs pour la deuxième fois consécutive, vu que Indiana Jones 5 se déroulait en 1969, voilà, il recrée parfaitement cette époque, sa folie, ses troubles, bon, il n'insiste pas trop là-dessus, et surtout son esthétique colorée, voilà, on est vraiment dans le Greenwich Village de la première partie des années 60, avec cette cohorte de musiciens, donc cette poignée d'artistes, voilà, qui entendent lutter contre ce qui ne va pas en Amérique, contre la discrimination, contre le racisme, contre la guerre du Vietnam, par sa musique et par ses paroles, et cette époque est vraiment très bien retranscrite, très bien, que ce soit par les véhicules, soit par les décors, les costumes, voilà, il y a un énorme travail sur le design de ce film qui est absolument phénoménal. Et comme pour Walk the Line, les scènes musicales sont superbes. Et là, on parle de folk, donc c'est une musique qui, a priori, n'a pas d'artifice, électrique, donc c'est pas très spectaculaire. Et bien là, en mettant sa caméra au plus près des protagonistes, de Bob Dylan, de John Baez, de Pete, il donne une vraie vision intimiste de cette musique, tout en montrant également son côté ultra populaire, notamment avec le festival de Newport. On voit qu'il grandit d'année en année avec une foule de plus en plus importante, des mains de plus en plus importants. On voit là aussi un vrai travail sur cette musique. On sent que Mangold aime cette musique et jamais il ne va juger ses personnages. Il évite de toute façon tous les clichés du biopic, comme je l'ai dit, on n'a pas la traditionnelle, l'ascension, la chute, la rédemption, voilà. Là, il cherche pas non plus à faire un film lisse et poli, il montre les fractures de ses personnages, et surtout il fait partager les œuvres de la création. On voit un Bob Dylan qui est toujours en train d'écrire, qui semble passer comme un fantôme dans la vie des autres, qui se cherche sans cesse, qui refuse d'être ce que l'on voudrait qu'il soit. Il y a une scène qui est très belle dans le film, au moment où il arrive à une fête qui donne en son œuvre, alors c'est déjà un artiste extrêmement reconnu, qui vend énormément d'albums, tout le monde veut qu'il chante, alors que lui veut juste passer un moment sympathique. Alors il va s'exécuter évidemment, mais on sent bien qu'il ne se sent pas à sa place à ce moment-là. Et d'ailleurs dans le film, cette scène est suivie immédiatement au moment où il va découvrir donc un autre groupe qui lui joue électriquement, et ça va conditionner sa future vision de la musique. Voilà, donc Mangold réussit donc pour la deuxième fois parfaitement un film musical, sous une forme très différente de Walk the Line. Walk the Line était, on va dire, plus classique dans son approche, avec l'enfance de Johnny Cash, son ascension, son alcoolisme, sa rédemption, sa rencontre avec Jude, qui était jouée d'ailleurs merveilleusement par Reese Witherspoon. Voilà, d'ailleurs, ce n'est pas vu Walk the Line, honnêtement.
C'est un film qu'il faut voir absolument, voilà. Mais il y a toujours cet amour des musiciens, il y a toujours cette façon de montrer leurs doutes, montrer leurs failles, leurs erreurs, mais sans jamais les juger. Et cette réussite, elle tient autant la mise en scène, évidemment, qu'à la qualité de ses acteurs. Alors, il est dommage que le box-office, malheureusement, ne soit pas à la hauteur. 60 millions de dollars aux USA, c'est moins que One Love, le film sur Bob Marley, c'est moins que Rocketman, le film sur Elton John, et seulement 27 millions dans le reste du monde, enfin à peine 100 millions. Alors est-ce que Dylan est passé de mode, ou bien le fait de courir que 5 ans de sa vie, ça a désorienté le public, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, le Parfait Inconnu est clairement l'un des meilleurs films de ce début 2025, et la pluie de nominations qu'il a reçues aux Golden Globes ou aux Oscars montre voilà, que la critique, elle, a apprécié. Hein, et bon, je suis rarement d'accord avec la critique, hein, mais là, franchement, je trouve que le film est à la fois spectaculaire et intimiste, à la fois violent par moments, par ses propos, par ses paroles, par la façon dont il dépeint Dylan. Alors, je ne sais pas ce que Bob Dylan a pensé du film, hein, je ne sais même pas s'il y a eu d'interview dessus. Bon, le personnage est tellement complexe qu'on ne peut pas vraiment... c'est impossible qu'avec un film pour le cerner. Enfin, en tout cas, voilà. Si vous n'avez pas vu Un Parfait Inconnu, franchement, si vous aimez les films musicaux, si vous aimez les bons biopics, n'hésitez pas. Hein, et vous verrez que, honnêtement, au-delà donc de la musique de Bob Dylan, hein, que tout le monde connaît, il y a vraiment un personnage derrière. Il y a quelqu'un qui se cherche, hein, de toute façon, même pas de son nom. On sait bien que Bob Dylan, c'est pas son vrai nom, c'est Zimmerman, hein, son nom. Il a fait changer d'ailleurs son nom dans les années 60, de manière officielle. Hein, voilà. Mais en tout cas, Un Parfait Inconnu est vraiment une très très belle découverte ce début d'année. Voilà, donc pour cette chronique que j'espère vous aura plu, hein, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, dis-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous aimez dans les biopics, hein, musicaux, est-ce que vous aimez ce genre, ou par contre ça vous laisse de glace, est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a trop, qu'il n'y en a pas assez, je ne sais pas. Voilà, donc la prochaine vidéo sera sans doute sur Captain America Brave New York, que je vais essayer d'aller voir donc cette semaine, et puis Matrix 4 qui sera là la semaine prochaine. Allez, salut!